19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Génocide à Gaza, le bilan des victimes s'alourdit à 38 713 martyrs et 89 166 blessés. L'armée d'occupation sioniste cible les villes de Khan Younes et de Nusayrat et fait des dizaines de victimes et de blessés. Les Marocains ne décolèrent pas et continuent d'investir les rues du royaume en solidarité avec la cause palestinienne et en rejet de la normalisation avec le criminel sioniste. Et puis Emmanuel Macron accepte la démission de son Premier ministre Gabriel Attal. Une semaine après les législatives, le gouvernement actuel continuera néanmoins à assurer le traitement des affaires courantes jusqu'à nomination d'un nouveau gouvernement. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, 284e jour consécutif du génocide sioniste sur le peuple palestinien, des massacres quotidiens qui ont fait 38 713 martyrs et 89 166 blessés depuis le 7 octobre. L'armée d'occupation a commis 2 massacres au cours des dernières 24 heures, faisant 49 martyrs et 69 blessés. Au sud de Gaza, au moins 19 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 26 autres ont été blessés lors d'un raid de l'entité sioniste ayant visé la zone d'Al-Attar, à l'ouest de la ville de Khan Younes, ciblant les personnes déplacées selon un bilan actualisé par les autorités palestiniennes de la santé, un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Au moins 23 Palestiniens ont également été tués dans des frappes qui ont visé la région de Nusayrat dans le centre de Gaza. C'est une école de l'UNRWA qui a été prise pour cible dans la même région. Donc, alors que la catastrophe humanitaire s'aggrave, l'UNRWA a déclaré que l'occupant sioniste avait ciblé 5 de ses écoles au cours des 10 derniers jours, appelant à la nécessité de protéger les installations des Nations Unies. Des enfants innocents étaient tranquillement assis ici, chacun auprès de ses parents, sans aucun avertissement préalable. Des missiles leur sont tombés sur la tête. Il ne reste plus rien d'eux. Des morceaux de chair sont partout. Ils ont été pulvérisés. Plus rien. Ce sont des enfants. Ce qui se passe est trop injuste. Ma sœur et moi étions en train de prier le Maghreb, la prière du coucher du soleil. Et soudain, des bombes sont tombées sur nous. Il ne se passait rien. Ils m'ont dit, les enfants de ton frère sont morts à l'hôpital. Oh, Abdullah, mon frère. C'est une maison pleine de civils. Nous dormions avec nos enfants et nos petits. Nous étions en sécurité et nous dormions à 2h30 du matin. Pour être précis, 2h20, nous avons été choqués de sentir une roquette tomber sur la maison. Quel péché avons-nous commis pour eux, en larguant, pour envoyer un F-16 larguer des bombes sur une maison résidentielle, une vieille maison qui a été détruite de cette façon. Et dans un communiqué, le mouvement Hamas a dénoncé ce massacre qualifié de nazi et en a imputé la responsabilité aux États-Unis, dont il dénonce la complicité directe dans ce génocide sioniste contre le peuple palestinien. Les rescapés de Rafah ne sont pas épargnés. Là aussi, au moins 4 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans une nouvelle frappe de l'occupant. Les victimes ont immédiatement été transférées vers l'hôpital Al-Nasser.
Et dans le nord de l'enclave palestinienne, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et 5 autres ont été blessés dans un bombardement qui a ciblé un groupe de citoyens au rond-point Sheikh Zayed dans la ville de Beit Lahia. Soumis depuis maintenant 10 mois à toutes sortes de violences et de violations, les Palestiniens de Gaza entassés dans des camps de réfugiés densément peuplés avec des conditions de vie désastreuses manquent cruellement d'eau potable et de nourriture, tandis que l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. La crise de la soif s'aggrave, comme nous l'explique Amal Amazian Zitouni. Un génocide peut prendre plusieurs formes. Surtout qu'il est méthodiquement mis en œuvre par l'entité sioniste et ses forces d'occupation criminelles. En plus des massacres quotidiens et de la famine, l'occupation refuse l'accès à l'eau aux Palestiniens à Gaza, en violation flagrante du droit international humanitaire, en exposant les habitants de l'enclave au risque d'une mort imminente à cause de la soif et des maladies liées au manque d'eau potable. Les forces d'occupation sionistes ont pratiquement détruit tout le système de purification de l'eau de Gaza et ont empêché l'entrée de matériaux et de produits chimiques nécessaires aux réparations. Depuis le début de l'agression, la ville de Gaza a subi des dommages très importants en matière d'installation et d'infrastructures vitales. L'un des dommages les plus importants a été dans le secteur de l'eau, car l'occupation a jusqu'à présent détruit plus de 57% des puits d'eau dans différents quartiers de la ville, en plus de 70 000 mètres linéaires de réseaux d'eau souterraine dans différents quartiers de la ville. Tous ces dégâts ont naturellement conduit à une diminution très importante d'eau dont bénéficiaient les citoyens de Gaza. Utiliser l'eau comme une arme de guerre fait partie intégrante de la machine de guerre sioniste contre les Palestiniens. Les Gazaouis se partagent l'infime quantité d'eau qu'ils trouvent. La propagation de maladies est alors inévitable parmi les Palestiniens, ces derniers qui meurent déjà de soif, notamment les plus vulnérables d'entre eux. La soif règne dans la ville, d'une part à cause du manque d'eau provenant aux citoyens et d'autre part à cause de l'incapacité de la municipalité à faire fonctionner tous les puits d'eau de la ville. Par conséquent, de petites quantités d'eau parviennent aux citoyens, ce qui a conduit à la propagation d'épidémies et de maladies parmi les habitants de la ville de Gaza, notamment les maladies cutanées et intestinales, en particulier chez les enfants. L'absence d'alimentation électrique pour pomper l'eau vers les lieux résidentiels et la pénurie de carburant qui fait fonctionner les machines rendent le rétablissement du réseau hydrique quasi impossible. Même en cas de cessez-le-feu, ce destin tragique des Gazaouis pourrait perdurer et la machine infernale sioniste pourrait tuer encore plus de civils palestiniens. Sachez que le coordonnateur adjoint des affaires humanitaires des Nations Unies pour le territoire occupé, Scott Anderson, a décrit la scène qui s'est déroulée ce samedi à l'hôpital Nasser de Khan Younes après une frappe sioniste dans la zone de sécurité d'Al-Mawasi comme l'une des scènes les plus terribles qu'il ait jamais vues au cours des 9 mois écoulés depuis qu'il est à Gaza. J'ai visité l'hôpital Al-Nasser après une frappe dans la zone de sécurité de Mawasi. L'hôpital lui-même se trouve à Khan Younes. Je suis à Gaza depuis 9 mois et j'ai été témoin de certaines des scènes les plus terribles que j'ai vues au cours de ces 9 mois justement. L'établissement de santé était surchargé, il y avait plus de 100 blessés et l'air était rempli d'une odeur de sang. Et de son côté, le secrétaire d'État américain discute de cessez-le-feu avec les dirigeants coloniaux sionistes. Anthony Blinken a fait part de ce lundi à 2 responsables coloniaux sionistes de la vive inquiétude des États-Unis après la frappe meurtrière qui a ciblé Gaza ces derniers jours. Bien sûr, ils ont discuté de plusieurs sujets. Ils ont évoqué les dernières négociations en cours sur le cessez-le-feu, dans le cadre desquelles nous essayons de parvenir à un cessez-le-feu qui garantirait la libération des otages et allégerait les souffrances du peuple palestinien. Ils ont notamment évoqué certains des points de friction qui subsistent,
Comme le président l'a annoncé la semaine dernière, nous sommes parvenus à un accord cadre, mais il reste encore un certain nombre de problèmes à résoudre. Le secrétaire d'État a donc évoqué les solutions pratiques que nous avons en tête pour surmonter ces divergences et parvenir à un accord final. Ils ont parlé des plans pour le lendemain du conflit, de la manière d'établir une gouvernance et une sécurité à Gaza. Et, bien sûr, comme toujours, le secrétaire d'État évoquait la nécessité, même avant le cessez-le-feu espéré, de faire davantage pour résoudre les problèmes logistiques qui empêchent l'aide humanitaire d'être pleinement acheminée dans la bande de Gaza. Voilà donc concernant le génocide qui se déroule depuis maintenant 10 mois à Gaza et le peuple marocain ne décolère pas. Les manifestations sont quotidiennes et généralisées dans plusieurs villes du royaume en soutien au peuple palestinien. Objectif, mettre fin à la normalisation du Marzen avec l'assassin sioniste et dénoncer les crimes génocidaires de l'armée d'occupation à Gaza. Les détails, Hamid Meshri, Réci Kheddem Batash. La vidéo a suscité l'indignation du monde académique marocain, mais aussi un tollé général à travers le Maroc et le monde. Les séquences de cette vidéo amateur à la cérémonie de remise des diplômes samedi dernier à l'école supérieure de technologie de Casablanca montrent le doyen refusant d'accorder le diplôme à une étudiante uniquement parce qu'elle portait un kéfier palestinien. L'incident a alimenté la vague de colère et de mécontentement toujours vive dans la rue marocaine. Défilant avec les drapeaux palestiniens et portant le kéfier au chant de 1000 salutations pour l'étudiante au kéfier. Des milliers de Marocains se sont rassemblés lundi au centre de la ville de Marrakech. En plus de protester contre le comportement éhonté du doyen de l'université contre l'étudiante, les manifestants ont appelé à couper toute relation avec l'entité sioniste, exigeant par là même l'arrêt de l'agression sioniste qui a dévasté l'enclave palestinienne. L'incident de l'étudiante marocaine survient alors que le régime du Marzen fait face à une vague de manifestations massives anti-normalisation dans la rue qui s'étendent désormais à la vie universitaire au royaume. Les appels d'étudiants et d'enseignants se sont multipliés dans l'ensemble du pays pour exiger l'arrêt des partenariats noués avec une partie du monde académique marocain et des universités sionistes. Selon le quotidien français Le Monde, une pétition appelant à la rupture des liens entre l'université Mohammed VI Polytechnique, un établissement privé où le prince héritier Hassan poursuit ses études, et ses partenaires de l'entité sioniste, a récolté près de 1300 signatures. Des activités liées au port de kéfier et la lecture de messages de soutien à la cause palestinienne ont été interdites dans plusieurs universités par les autorités marocaines. Une cérémonie à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, prévue vendredi dernier, aurait été annulée brutalement la veille. Même situation à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Mohammed V de Rabat. Outre les étudiants, le corps enseignant est lui aussi mobilisé pour réclamer la coupure des ponts avec les universités sionistes. Ces événements dévoilent le véritable visage du régime marocain. L'on se rend compte mieux que le Marzen n'est pas un régime qui se soucie d'écouter les doléances de son peuple ou de travailler en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Il n'est redevable qu'à son partenariat avec l'entité sioniste qui converge vers ses intérêts colonisateurs et expansionnistes. Et d'un peuple opprimé à un autre, l'actualité est également marquée par cette importante vague de soutien à la cause sahraoui aux îles Canaries. De nombreuses personnes ont manifesté ce lundi à Tenerife pour exprimer une nouvelle fois leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui et exiger la fin de l'exploitation illégale par le Maroc des ressources naturelles du Sahara occidental. Les manifestants ont brandi des drapeaux du Sahara occidental et des banderoles sur lesquelles des sociétés multinationales qui poursuivent illégalement leurs activités dans les territoires occupés ont été pointés du doigt, leur réclamant de mettre fin à leur projet. Retour en Algérie, le pays s'engage résolument vers l'autosuffisance dans la filière des céréales oléagineuses.
En mettant en place une stratégie nationale ambitieuse, le pays entend donc non seulement réduire ses importations, mais aussi renforcer son indépendance économique et assurer une meilleure sécurité alimentaire pour sa population à très court terme. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Puisqu'il s'agit d'une question de souveraineté et de dignité nationale, l'Algérie s'engage à révolutionner son secteur agricole avec une ambition très claire, atteindre l'autosuffisance en matière de céréales oléagineuses à très court terme. Le maïs, l'orge et le blé dur sont désormais la priorité du gouvernement. Parmi ces trois récoltes stratégiques, le maïs occupe une place particulière. L'Algérie souhaite en faire une tradition dans le but de provoquer un impact positif sur l'aliment de bétail avec à la clé un double effet, réduire la facture d'importation et faire baisser les prix des viandes rouges. Donc il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines qu'il faut triturer à Koutama et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. Exactement. Et on libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays, et on n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile Takum va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. Pour ce faire, des programmes de soutien et de subventions sont envisagés pour encourager les agriculteurs à se lancer dans la culture de céréales oléagineuses. Des formations techniques et des aides à l'achat de semences et d'équipements modernes seront également mises en place pour optimiser les rendements. Pour l'Algérie, atteindre l'autosuffisance à court terme dans la production de maïs, d'orge et de blé dur est un objectif ambitieux. Le gouvernement reste confiant dans sa capacité à y parvenir. La mise en place d'une stratégie nationale accompagnée des mesures déjà annoncées pour le développement du secteur agricole a déjà porté ses fruits. Des terres désertiques dans le sud du pays ont été transformées en terres fertiles et productives. Les résultats probants enregistrés dans le secteur agricole, avec notamment une saison de moisson-battage qui s'annonce prolifique, laissent entrevoir un avenir radieux pour l'agriculture algérienne. Nouvelle mise à jour en ce qui concerne le retrait des troupes américaines du Niger. La porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré qu'environ 300 soldats américains basés à Agadez, au nord, achèveront donc leur retrait du pays d'ici la mi-septembre, notant que les forces américaines se sont totalement retirées de la base aérienne 101 de la capitale, le Niamey, le 7 juillet dernier. Direction le Rwanda, où c'est désormais officiel. Les élections ont offert un nouveau plébiscite au très populaire président Paul Kagame, âgé de 66 ans, qui compte 99,15% des voix sur 79% des bulletins dépouillés, prolongeant de 5 ans son règne sur le pays entamé il y a 30 ans. Je vous le disais en titre, une dizaine de jours après le second tour des élections législatives en France, le président Emmanuel Macron a accepté la démission du Premier ministre Gabriel Attal. Le gouvernement actuel continuera néanmoins à assurer le traitement des affaires courantes jusqu'à nomination d'un nouveau gouvernement. Les détails, Sofiane Baroudi. Jeudi prochain devrait débuter la nouvelle législature à l'Assemblée nationale française. L'organe législatif est divisé en 3 grands blocs, ce qui augure d'un paysage politique particulièrement complexe, animant l'hémicycle du Palais Bourbon. Des sources médiatiques indiquent que le président français Emmanuel Macron devrait accepter la démission du gouvernement de Gabriel Attal afin de permettre aux 17 ministres élus lors des dernières législatives d'entamer leur mandat de député. Néanmoins, le Premier ministre sortant devrait continuer de gérer les affaires courantes, dans l'objectif d'assurer la continuité des institutions de l'État et dans l'attente de la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale. Une dizaine de jours après le second tour des élections législatives en France, qui ont vu le nouveau Front populaire, coalition de gauche, arriver en tête, pas de nouveau gouvernement à l'horizon. La tradition voulant que la nomination d'un Premier ministre se fasse au soir même des résultats électoraux. Des voix se sont élevées après la publication d'une lettre du président français Emmanuel Macron, appelant à un compromis entre les forces républicaines
pour gouverner le pays. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a décrié ce qu'il a qualifié, je cite, de droit de veto royal et a regretté le retour des intrigues de la 4e République. Marine Le Pen, dirigeante de l'extrême droite, a qualifié la situation de cirque indigne. Et Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, a appelé le président français à concrétiser le souhait de cohabitation exprimé par les électeurs dans les urnes, au nom du respect de la démocratie, en nommant un Premier ministre issu du Front populaire. De son côté, le nouveau Front populaire, vainqueur des élections législatives, n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur son candidat pour Matignon et commence même à montrer des signes inquiétants de division. Si la France insoumise a promis de ne pas accepter de compromis en exprimant sa volonté de concrétiser l'application du programme électoral plébiscité par les citoyens, les autres composantes de la coalition seraient prêts à former un gouvernement de compromis avec le bloc présidentiel. À ce propos, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français ont proposé Laurence Tubiana, décrite comme la candidate idéale par le leader du PS. Proposition aussitôt rejetée par LFI. Le coordinateur de cette dernière, Emmanuel Bompard, a considéré la proposition comme n'étant pas sérieuse. À 10 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, une atmosphère de crise aux multiples dimensions plane sur l'Hexagone. On reste en Europe. Dans une déclaration à l'Assemblée galloise, Vaughan Gitting annonce son départ du poste de chef du Parti travailliste gallois et par conséquent du poste de Premier ministre gallois. Depuis son élection en mars dernier, il a été en proie à des controverses et sa position est devenue de plus en plus intenable après que 4 ministres ont quitté son administration décentralisée hier, mardi. Is it comfortable if you kind of look out at lovely. Okay. Great. Yeah, so. I have this morning taken the difficult decision. J'ai pris ce matin la décision difficile de commencer à démissionner de mon poste de chef du Parti travailliste gallois et par conséquent de Premier ministre. Ayant été élu chef de mon parti en mars de cette année, j'avais espéré qu'au cours de l'été, une période de réflexion, de reconstruction et de renouveau pourrait avoir lieu sous ma direction. Je reconnais maintenant que ce n'est pas possible. I recognize now that this is not possible. Et aux États-Unis, Donald Trump investit candidat des Républicains pour l'élection présidentielle prévue en novembre prochain. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a choisi de nommer J.D. Vance, un riche homme blanc sénateur de l'Ohio, comme colistier à la vice-présidence. Un choix qui répond souvent à l'objectif de séduire de nouveaux électeurs ou encore de compenser des faiblesses identifiées en termes d'image ou encore de programme. Le chef d'état-major russe Valery Germasimov a remercié ce mardi les forces russes pour avoir pris le contrôle d'un village dans la région de Donetsk à l'est de l'Ukraine. Dans une vidéo publiée par le ministère russe de la Défense, on peut le voir remettre des médailles à des soldats dans un lieu non identifié. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.